Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau catastrophe. On arrive à l'épisode numéro 26. Il va vraiment vous plaire celui-là. On va voir ce que c'est. Alors aujourd'hui, vous êtes au service d'accueil des urgences et pas que d'ailleurs, on va voir. Et vous surveillez les ECG des externes. C'est un prétexte, bien sûr, pour faire de la lecture d'électrocardiogramme et on va en voir 10 avec la prise en charge. Alors voilà, je vous propose ce premier cas. Vous intervenez pour un homme de 40 ans avec des palpitations, une gêne thoracique, mais sans douleur franche. Je vous propose une analyse de l'ECG et une réflexion sur le traitement et la prise en charge. Alors je vous propose de faire pause et tranquillement réfléchir, voir en commentaire ce que vous pensez, etc. Et puis, bien, je vais vous donner la réponse. Alors pour cette proposition d'analyse, comme pour les prochains, je vous invite à voir ce qu'il y a de flagrant en premier, puisqu'en fait on réalise un électrocardiogramme pour effectuer une action, choisir un médicament, prendre une décision, etc. Et donc bien souvent il y a quelque chose de flagrant qui nous saute aux yeux. Et alors certains sont contre, moi je suis plutôt pour, mais il faut rester systématique dans tous les cas. Alors pour ce premier patient, ce qui vous saute aux yeux, eh bien, c'est cette tachycardie. Et vous avez raison, la fréquence est rapide, très rapide, aux alentours de plus de 150, 170 au scope maximum. Et donc la grande question, ça va être, eh bien, est-ce qu'il y a une urgence extrême de traitement? Alors si elle est mal tolérée, effectivement, mais dans les tachycardies rapides, vous savez qu'il y a eh bien, une tachycardie ventriculaire que l'on peut redouter et d'autres choses. Bref, alors, pour ce patient, effectivement, c'est une tachycardie. Si on continue, on peut regarder effectivement les QRS et on constate qu'ils sont fins, ils sont à moins de 120 millisecondes, de morphologie globalement normale. Et donc, de ce fait-là, vous éliminez, en tout cas, la tachycardie ventriculaire à QRS fin existe. Ne le gardez pas en tête, ça existe, mais c'est quand même extrêmement rare. Une tachycardie ventriculaire est définie par un QRS large, mais il y a des tachycardies ventriculaires septales qui peuvent être fines, très rares, mais ça existe. Ensuite, donc je vous ai dit un QRS fin, donc a priori on part sur une tachycardie supraventriculaire. Ensuite, ce qui peut être plus facile à analyser, on va y aller dans ce sens-là, c'est la repolarisation. Donc c'est le segment ST, l'onde T. Et vous voyez qu'ici, il y a pas grand-chose de particulier, la repolarisation est normale, elle est adaptée au QRS. Voilà, c'est une discordance qui est appropriée. Quand le QRS est positif, le ST, enfin l'onde T est négative, rien de particulier. Si on continue, on constate que, eh bien l'espace RR est régulier. C'est régulier et voilà, il y a vraiment cette, on sent qu'il y a un rythme qui est donné et donc on n'a pas tellement d'arguments pour une fibrillation atriale à ce moment-là, même si effectivement tout peut exister comme je vous le disais, mais on n'a pas d'argument pour une fibrillation atriale et si on regarde la ligne isoélectrique, elle est bien droite, il y a pas de trémulation, pas de choses comme ça, pas non plus de toit d'usine en faveur d'un flotteur ou d'un fibrilloflotteur. Bref, où sont les ondes P s'il y en a? Eh bien, si vous regardez particulièrement juste après le QRS, et il faut scruter impérativement de potentielles ondes P cachées, on remarque ces ondes P' qui vont poser notre diagnostic de tachycardie supraventriculaire jonctionnelle avec des ondes P rétrogrades. Alors il n'y a pas d'argument non plus pour un faisceau accessoire avec un QRS initial empâté. Et donc pour le traitement de cette tachycardie supraventriculaire jonctionnelle, eh bien, par réentrée intranodale, ou ancien Bouvray, même si on ne doit plus l'utiliser, cette nomenclature, le traitement, que vous connaissez certainement, c'est de la striadine, ce qui a été fait chez ce patient. Il a eu initialement 10 mg en intraveineux direct. Les manœuvres vagales ne menaient pas à une cardioversion. Le patient ne retrouve pas un rythme sinusal. Et donc après 10 mg, il y a eu un premier échec. Mais après une deuxième injection de 20 mg de striadine,
vous obtenez cet électrocardiogramme et vous constatez donc que le rythme est sinusal. Félicitations, les ondes P sont bien avant les QRS et le patient se sentait mieux, une petite décompensation cardiaque, prise en charge par furosémide, oxygène et surveillance tensionnelle aux urgences. Et ce deuxième cas, c'est un patient, un homme de 65 ans aux antécédents de facteurs de risque cardiovasculaire, déjà stenté, et il rapporte une douleur thoracique oppressive, plutôt à gauche, qui serre, qui ressemble à ce premier épisode d'infarctus il y a quelques années. Et ça a commencé il y a 2 heures. Alors l'hémodynamique est stable, hein. Je vous propose de faire une lecture de cet électrocardiogramme, de savoir si vous faites un autre électrocardiogramme, si vous faites une thérapeutique particulière. Je vous laisse faire pause et puis je vais vous donner les bonnes réponses et l'analyse de cet ECG. C'est parti. Et donc il fallait impérativement faire un ECG 18 dérivations, comme d'ailleurs dans toute douleur thoracique, impérativement. On va voir pourquoi. Donc une fois que vous avez tous les éléments électrocardiographiques, vous reprenez votre analyse de base sans vous jeter sur ce sus ou sous-décalage que vous avez certainement tous vu. Vous constatez que le rythme est sinusal régulier, que les QRS sont relativement fins, en tout cas moins de 120 millisecondes, avec une morphologie plutôt adaptée. Et par contre, concernant la repolarisation, eh bien, je vous ai tracé la ligne qui n'est plus isoélectrique avec un ST qui est un peu quand même sous-décalé, de V1 à V4 dans le territoire qui correspond au territoire septal. Et ça doit vous amener à quelque chose. Donc ce sous-décalage doit vous amener à regarder les dérivations postérieures. Et vous constatez effectivement aussi un sous-décalage en V3R, surtout un peu plus visible, V4R. Et en fait, il est où? C'est peut-être qu'il y a un sus-décalage quelque part. Effectivement, les dérivations miroirs, entre guillemets, hein, c'est dérivation postérieure 7, 8, 9. Et là, vous trouvez le sus-décalage qui correspond donc, tout ça, bien sûr, à un STEMI postérieur. Et heureusement, vous avez pensé à faire cet électrocardiogramme et vous avez réalisé le traitement adapté, donc surveillance tensionnelle, antalgie pour la douleur, traitement spécifique de l'infarctus. C'est de l'aspirine 250 mg avec un autre antithrombotique qui dépend des centres. Donc je ne rentrerai pas dans le détail, ça peut être du ticagrelor par exemple, ou du clopidogrel, prasugrel, bref, chacun, suivant les recommandations qu'il suit, utilisera ce qu'il veut avec de l'héparine. Et le patient est allé en coronarographie avec la pose d'un stent. Je propose cet électrocardiogramme, peut-être même plus simple encore que le précédent. C'est une douleur thoracique, ça pourrait être le même homme. Je vais vous donner rapidement la réponse sans trop s'attarder, hein. Eh bien oui, vous avez certainement vu ce sus-décalage et le sous-décalage, donc avec l'image miroir. C'était bien un STEMI inférieur, hein, c'est ce qui peut se passer dans les cas plus francs d'infarctus du myocarde. Et un autre électrocardiogramme, voilà, si on attend encore un petit peu, hein, dans les mêmes dérivations, exactement les mêmes dérivations, c'est la fameuse pierre tombale, hein, l'onde de Pardy, très grande, qui fait peur bien sûr, puisque là l'occlusion est très sévère, complète, avec une grosse souffrance myocardique. Voilà un autre électrocardiogramme. Alors le cas, c'est une femme de 50 ans, insuffisance rénale chronique avec des œdèmes des membres inférieurs. Il n'y a pas de douleur thoracique, l'hémodynamique est stable. Je vous laisse faire pause pour faire l'analyse de cet électrocardiogramme tranquillement, et puis je vais vous donner la réponse. Eh bien, on reprend notre lecture, hein, on cherche les ondes P, où sont-elles? Elles sont là, c'est facile. Elles sont pas cachées cette fois-ci, donc vous voyez que le rythme est sinusal régulier. Peut-être effectivement un BAV1 avec un segment PR qui est un peu allongé quand même. Je sais pas la valeur exacte, mais il semble quand même supérieur, proche des 200 en tout cas. Ensuite, on regarde les QRS. Les QRS, comment sont-ils? Ben, ils sont fins, morphologie adaptée,
Très bien, la ligne isoélectrique, ok, et la repolarisation, il faut bien qu'il y ait quelque chose de pathologique tout de même. Une onde T qui quand même est plutôt ample, pas vraiment adaptée pour cette électrode, hein, en V2 surtout, même V3, autant V4 pourrait se discuter, mais vraiment V2, V3, c'est vraiment très ample quand même. On peut calculer l'intégrale sous la courbe là, de l'onde T et on verra que c'est quand même pas du tout adapté par rapport au QRS. Une onde T qui est de plus en plus symétrique et donc le diagnostic qu'il faut évoquer. Je vous laisse faire pause encore quelques secondes. Eh bien, c'est une hyperkaliémie. Alors pour vous en rappeler, vous avez tous les moyens mémotechniques qui peuvent certains être un peu compliqués, je trouve. Moi, j'écris avec un grand K et vous voyez que ce qu'il y a sous la lettre K, eh bien, c'est une grande onde T. Et vous voyez que c'est proportionnel à la kaliémie, souvent jusqu'à 5,5, 6 millimoles par litre. Il y a peu de modifications ECG, par contre, après, c'est proportionnel. Et vous voyez ces modifications terribles, hein, qui sont gravissimes, qui peuvent nous faire croire à des fois un infarctus ou des choses comme ça. Eh bien, il faut se méfier, parce que même le scope, des fois, il peut dire qu'il y a une tachycardie, mais en fait, c'est parce que le scope analyse l'onde T comme un QRS, et donc il va dire que le patient est tachycarde, ce qui n'est pas le cas. Et donc méfiez-vous de ces scopes qui analysent tachycardie, alors que le patient n'est pas tachycarde. Faites une gazométrie rapidement. Et donc le traitement, s'il y a des signes ECG, c'est gluconate de calcium. On peut mettre effectivement insuline glucose pour faire rentrer le potassium en intracellulaire, mais ce qui va protéger le cœur, c'est le calcium, gluconate de calcium, avec comme autre traitement associé à l'insuline glucose, on peut mettre de la ventoline. Bref, il y a plusieurs choses à faire, mais en tout cas, c'est vraiment le gluconate de calcium qui va sauver le patient. Et donc cette patiente qui est insuffisante rénale chronique, elle doit être bientôt dialysée puisqu'elle est en surcharge en plus. Nouveau cas, une femme de 90 ans qui se présente pour des palpitations depuis 2 jours, au moins, sans douleur thoracique, et c'est le premier épisode. Eh bien, je vous laisse faire pause pour trouver l'analyse et le diagnostic correct. Je pense que vous trouverez, mais il faut une analyse complète quand même. Et donc vous constatez effectivement que les intervalles RR sont irréguliers, strictement irréguliers, sans aucune logique arithmétique. Le différentiel de tout ça, ça peut être un fibrilloflotteur. Euh, Certains flotteurs peuvent être plus ou moins réguliers, pas toujours réguliers, plus ou moins. Et il peut y avoir aussi une tachycardie atriale multifocale avec des ondes P un petit peu en forme de crotounette, mais qui retournent bien, hein, qui sont bien isoélectriques. Je vous laisserai regarder sur internet à quoi ça correspond, ces petites ondes P. Deuxième argument pour le diagnostic que je vais vous dire après, ce sont des ondes P qui sont non distinctes, sans corrélation, sans relation avec les QRS. Vous voyez qu'il y a des ondes P des fois dans l'onde T qui ne donnent pas de QRS. Et d'autres ondes P qui peuvent parfois en donner. Bref, deuxième argument, le différentiel, ça peut être des extrasystoles atriales ou ventriculaires. Méfiez-vous des fois s'il y a un bloc sino-atrial, par exemple. C'est tout à fait possible d'avoir ces aspects. Et enfin, une fréquence atriale irrégulière et rapide, bien sûr. Donc, votre diagnostic, vous l'avez, c'est une fibrillation atriale et qui est tachycarde, donc une TACFA. Ensuite, vous regardez les QRS qui sont fins, vous l'avez constaté, avec une morphologie qui peut varier selon le degré de conduction. Et vous regardez aussi la repolarisation, bien sûr, parce que quand c'est trop rapide, eh bien, il peut y avoir une mauvaise tolérance myocardique. Le cœur est obligé d'être rapide. Voilà, il y a des contractions multiples, avec un besoin en oxygène qui augmente et une inefficacité de remplissage diastolique. Et à ce moment-là, il peut y avoir une souffrance diffuse. Quand il y a une souffrance diffuse, il peut y avoir effectivement un sus-décalage en AVR et un sous-décalage diffus dans tout le précordium, ce qui n'est pas le cas. Si vous avez d'autres interrogations sur la fibrillation atriale, n'hésitez pas à voir le topo disponible sur la chaîne.
Un autre cas, c'est du vu, du vécu. Un patient qui vient pour malaise, 75 ans, qui est sur ses jambes. Il est un peu palo, il a pas de douleur thoracique, une tension qui était au début à 10,6, puis après 9,5. Glasgow 15. Ce tracé est enregistré sur plus de 30 secondes. Je vous laisse faire pause pour avoir l'analyse et la prise en charge thérapeutique. Eh bien oui, allez-y avec votre instinct puisque vous l'avez, le diagnostic. C'est une tachycardie, elle fait peur sans doute, puisque les QRS sont larges. Alors votre première hypothèse, vous devez éliminer une tachycardie ventriculaire. Bon, le patient est bien conscient, pour l'instant ça va. L'hémodynamique, est-ce que c'est stable ou non? Si l'hémodynamique est instable, il faut faire un choc électrique externe avec de l'amiodarone, ça permet d'augmenter les chances de cardioversion. S'il est stable, on peut prendre le temps, majoritairement des TV, mais il peut y avoir aussi des tachycardies jonctionnelles avec des blocs de branches ou des fibrilloflotteurs, plus ou moins réguliers, avec des blocs de branches. Pour ce patient, le plus dur, quand il y a une TV, si on pense à une TV, et si on a des doutes, c'est de trouver la ligne isoélectrique. Pour ce patient, je vous aide un peu, même si c'est vrai que c'est pas si simple que ça, en traçant les lignes, les droites, etc. Et on va regarder les critères. Eh bien, le premier, c'est effectivement, il y a bien une onde R qui est initiale en AVR, ça veut dire que ça vient faire la dérivation à droite, puisque c'est ventriculaire. C'est un argument pour qui est très fort. Donc, quand on a un doute sur une TV, il faut regarder en AVR et en V1. On va voir pourquoi en V1. Eh bien, il y a bien une onde R initiale en V1. Vous voyez que ça va vers le territoire septal aussi, ça va plutôt vers le côté droit. Il y a la déflexion intrinsècoïde, donc à partir de quel moment l'onde R est maximale? Et bien là, c'est en plus de 40 millisecondes, c'est effectivement un des critères en V1. La déflexion intrinsècoïde en D2 supérieure à 50 millisecondes, c'est aussi un des critères. Il n'y a pas tellement de notch de l'onde S en V1, ni de complexe RS non retrouvé dans le précordium. C'est compliqué cette phrase, hein, mais s'il n'y a pas absence de complexe RS dans le précordium, en gros tous les complexes sont voltés dans une seule direction, ce qui n'est pas le cas. Et un critère quasiment pas, enfin pathognomonique, c'est la dissociation atrioventriculaire. Et on peut voir des petites ondes P de temps en temps comme ça, si on a un doute. Donc effectivement, c'était une tachycardie ventriculaire. 2 voies veineuses, amiodarone remplissage et choc électrique externe avec un médicament qui permet de sédater un petit peu tout de même, à risque, hein, c'est une prise en charge qui est délicate quand même. Et donc voilà pour notre patient. Autre cas, un patient de 25 ans, pas d'antécédent, la fille est malade, elle a la diarrhée depuis 3 jours, un petit peu gênée, dyspnéique, une petite gêne thoracique, rétro-sternale, plus quand il fait des efforts. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner les résultats, l'analyse. Et donc vous voyez les ondes P, elles sont bien là, c'est bien régulier, c'est sinusal. Les QRS sont fins, par contre la ligne isoélectrique, on a peut-être un doute quand même sur un PR un peu descendant comme ça qui plonge, avec un ST qui est quand même un peu limite, sus décalé. C'est pas vraiment tout à fait normal, donc quelques arguments pour une péricardite, tout de même. Il n'y a pas de territoire, hein. Donc plutôt pour une péricardite, on fera une échographie. Si on a un doute, on peut essayer l'aspirine, 1 gramme en nivellante et on voit si ça soulage un peu les symptômes. Un avis cardio est nécessaire tout de même et on hospitalise en cas de température et d'épanchement important. Donc voilà pour ce cas. Ici, c'est une femme de 65 ans qui vient pour confusion depuis 4 jours, douloureuse encore sous morphine, Péros, pour des dorsalgies non liées à une chute, donc dorsalgie atraumatique. Elle est vraiment sèche cliniquement, hein, langue sèche, vraiment rôtie. Il n'y a pas de douleur associée à ces dorsalgies isolées. Voilà. Donc je vous laisse faire pause et je vais donner la réponse, les réponses. Eh bien, où sont les ondes P et leur durée? Eh bien, on va voir ça, parce que cette ECG n'est pas si simple non plus. Avec les ondes P sont quand même présentes, donc le rythme est sinusal. Par contre, le segment est un peu allongé, hein. Le PR est un peu long, tout de même. Alors oui, il y a une tachycardie, c'est ce qui saute un peu plus aux yeux, on va dire.
et le QT est un peu court tout de même, hein, même quand il est corrigé à 330 millisecondes. Alors la repolarisation, rien de bien méchant, hein, c'est adapté au QRS, donc oui, il faut quand même évoquer une hypercalcémie, effectivement, hein. La calcémie de la patiente était à 4 hospitalisations en réanimation, donc prise en charge, hydratation importante, avec pamidronate, 60 mg. Et le diagnostic final, c'était un myélome multiple. Voilà, encore un autre CG, c'est l'avant-dernier. Le cas, donc 75 ans, insuffisance rénale chronique, une arythmie cardiaque par fibrillation atriale, qui est anticoagulée, et il y a un antiarythmique, mais il ne sait plus trop ce que c'est, qui a été introduit il y a 2 semaines. Et là, il vient parce qu'il a une vision un peu bizarre et des diarrhées. Alors, je vous laisse faire pause et je vous donne l'analyse. Il y a quand même des ondes P, elles sont là. Effectivement, le PR est un peu allongé, les QRS sont fins, peut-être un peu crochetés. Alors un bloc intraventriculaire, peut-être, possiblement. Et puis il y a ce truc-là, là, ça s'appelle une cupule digitalique, c'est parce qu'il y a une imprégnation de digoxine. Donc peut-être que c'était ça le médicament qui a été introduit, ça pourrait coller avec la pathologie. Et vous voyez que le QT, il est quand même un peu long, avec un aspect peut-être italique, plutôt d'une imprégnation à la myodarone, mais il y a cette cupule en même temps, l'onde U, bon, il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors la grosse problématique, c'est éventuellement une intoxication au digital, en plus de cette imprégnation de la cupule. Est-ce que c'est plutôt la myodarone? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a une hypocalémie associée? Bref, il faudra quand même aller vite. On fera une gazo et on dosera la digoxine parce que ça peut être dangereux quand même. Et effectivement, c'était bien une intoxication à la digoxine avec un BAV1, donc un homme hein, qui est à risque et qui a une digoxinémie augmentée. Donc le traitement, c'était les anticorps. Dernier électrocardiogramme, pas si simple, pas si simple. Alors le contexte, 35 ans, une femme suivie en psychiatrie, sous antidépresseur, mais on n'a pas le nom, qui n'a pas de douleur. Hein. Glasgow 14, tension à 10,6, qui ne vomit pas. Je vous laisse faire pause et je vais vous donner l'analyse de cet électrocardiogramme qui n'est pas si simple. Alors ici on voit des ondes P. La première chose à voir quand on a un doute, effectivement il y a une tachycardie, on n'a pas le papier millimétré derrière. Donc je vous aiderai un petit peu pour l'analyse complète, mais comme ça vous aurez l'œil pour la suite. Le PR est un petit peu allongé effectivement. Les QRS sont pas totalement fins. Ils font un peu plus de 100 millisecondes. Donc ça, bon, faut se méfier quand il y a des intoxications. Surtout que là, en AVR, il y a quelque chose qui est pas si rassurant. C'est l'onde R qui fait quand même une certaine taille. Plus de 3 mm, c'est un critère pas si bon que ça. S'il y a une intoxication au tricyclique, il faut le garder en tête, il faut regarder AVR. Dérivation assez oubliée, mais hyper importante. Et en fait, on regarde quand même aussi le QT, et puis là, en fait, le QT, bah oui, il est quand même aussi allongé. Bon, et là, eh bien, il y a un aspect pseudo-brugada. Donc là, je vous mets à quoi ça ressemble. Il y a plusieurs types. Il y a le type en dôme, qui correspond au nôtre. Bon, le dôme, chacun sa philosophie et ses images. Et sinon, en selle de cheval, bon, il y a quand même beaucoup d'arguments et effectivement la dame elle avait pris, des, antidépresseurs tricycliques et c'est un effet stabilisant de membrane qu'il faudra, rechercher. Ça peut être grave quand même, hein. Rapidement, sinon vous pouvez voir le topo sur les cardiotoxiques sur la chaîne. L'effet stabilisant de membrane, c'est quoi? Et ben, qu'est-ce que ça donne comme effet? C'est une inhibition de l'entrée du sodium. Donc il y a un allongement du QRS et du QT. Ça ralentit les vitesses de conduction, ça peut faire une hypocalémie de transfert, une acidose métabolique. C'est dû à quoi? Aux antiarythmiques de classe 1, 2, à la cocaïne, des fois à l'hypercalémie, aux polycycliques, aux inhibiteurs de sérotonine sélectifs de la recapture de sérotonine, pardon, certains phénothiazides des antiépileptiques, par ailleurs, comme la phénitoïne par exemple, carbamazépine. Le traitement c'est quoi? Du bicarbonate de sodium, puisque ça bloque l'entrée de sodium, et ben on va en mettre, donc bicarbonate de sodium molaire, 8,4%, attention c'est quand même des intoxications qui sont à risque, hein. L'objectif c'est de raccourcir les QRS, vous voyez les QRS qui peuvent être très très larges, mais on peut deviner quand même l'onde P, avec le différentiel de la TV. Donc méfiez-vous de cette intoxication.
Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo de ce cas clinique. J'espère que ça vous a plu sur les électrocardiogrammes. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochains épisodes, de mettre un pouce bleu, ça permet d'encourager le travail qui est fait. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.